Le bilan, c'est la synthèse à un instant T de ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Ok, mais où est-ce que je dois regarder exactement pour savoir si la boîte est en bonne santé financière, si elle coche mes critères de qualité et donc si je peux investir dessus? Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 red flags à identifier dans un bilan et pour chacun des points, on va prendre un exemple réel et ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec quelques règles simples et sans y investir trop de temps, on peut déjà identifier des choses qui ne vont pas et ainsi avoir une meilleure vision des risques si on doit investir ou non dans l'entreprise. Vous allez voir que les 2 premiers points que j'ai sélectionnés vont de pair et que le 3e est un poil plus technique. Allez, on y va, c'est parti. Ok, donc premier red flag dans un bilan, l'entreprise a un niveau de cash faible. Bon, vous connaissez tous le célèbre adage « cash is king ». Le cash, c'est littéralement vital pour une entreprise. Si une boîte n'en a plus ou en a très peu, elle ne peut plus payer les salaires, elle ne peut plus rembourser ses dettes, financer ses opérations, bref, elle arrête de vivre. Et donc un niveau de cash faible dans un bilan, ça va donner l'image d'une entreprise quand même fragile financièrement. Et donc comment on identifie ça concrètement? J'ai pris pour exemple le dernier bilan d'Alstom, Cocorico. Première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement regarder le solde de trésorerie, donc qui se situe en bas de l'actif pour un bilan de type européen, on va dire. Et pour un bilan de type US, c'est le contraire, c'est tout en haut de l'actif. Il y a un ordre en fait du plus liquide au moins liquide ou moins liquide au plus liquide qui est inverse entre un bilan de type US et européen. Et ce montant, on peut tout simplement le comparer, sans forcément faire de calcul, au grand chiffre du bilan, du genre total de l'actif, donc 33 milliards. On a 1 milliard donc de cash pour 33 milliards de total actif, donc c'est relativement peu. On peut aussi le comparer par exemple au passif courant. Là, on a 19 milliards. Donc le passif courant, c'est tout ce qui va être dû par la société à moins d'1 an. Et si on compare au 1 milliard, on voit tout de suite, sans faire de calcul, qu'il y a un problème. J'en profite pour faire une première parenthèse pour dire que, attention, quand on analyse les chiffres d'une société, on ne peut pas analyser de la même manière les chiffres d'une start-up que les chiffres d'une société mature, parce qu'elles ne sont pas dans la même phase du cycle de vie de l'entreprise. Ceci étant dit, si on retourne sur le bilan d'Alstom, il n'y a clairement pas photo, il y a vraiment un problème de trésorerie, le niveau est très faible. Et ce n'est pas un exemple que j'ai pris au hasard, bien entendu, parce que Alstom a rencontré et rencontre toujours des problèmes de trésorerie, donc depuis 2023, je crois. L'histoire, en gros, c'est qu'ils ont un carnet de commandes plein, donc de ce point de vue-là, c'est positif, mais du coup, ça leur demande une grande quantité de cash pour augmenter leur production de trains. Et en même temps, ils ont eu des retards sur des grands projets qui a eu pour effet de décaler des paiements. Résultat des courses, ils n'ont pas eu assez de cash pour continuer à faire tourner la boîte. Ils ont dû s'endetter. C'est un très mauvais signal pour les investisseurs. Il y a eu une perte de confiance. Le cours de bourse a chuté jusqu'à ce qu'ils carrément quittent le CAC 40, tellement la boîte avait été dévalorisée. Pour moi, cette histoire illustre à quel point ça peut aller vite et que les conséquences peuvent être lourdes. Tout ça à cause d'un souci de trésorerie. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin dans l'analyse, on peut commencer à calculer des ratios très simples. Le premier, c'est le quick ratio. Il s'obtient en enlevant les stocks et les charges constatées d'avance aux actifs courants qu'on divise par les passifs courants. Et l'idée derrière ce ratio, c'est de voir si ce qu'on possède à moins d'1 an va couvrir ce qu'on doit à moins d'1 an. Donc là, l'idée, c'est d'être proche ou supérieur à 1 et donc un ratio inférieur à 1, ça va être synonyme de, on va dire, fragilité sur les liquidités que possède une société. Donc on peut le calculer rapidement pour Alstom. Ok, donc si on fait du coup les 16 milliards 3 moins les 3 milliards 8 de stock divisé par les 19,6 milliards de passifs courants, on obtient environ 0,64. Ça veut dire qu'on est loin de couvrir ce qu'on doit à moins d'1 an.
Donc le ratio est plutôt faible et c'est pas un très bon signe. Alternative plus conservatrice de ce premier ratio, ça va être le cash ratio. Donc le cash ratio, c'est juste le cash sur les passifs courants. Et on se dit que si on veut que le ratio soit supérieur à 0,5 et si c'est inférieur à 0,5, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas assez de cash, sûrement d'ailleurs. Donc là, j'ai même pas besoin de le calculer. 1 milliard sur 19,6 milliards, ça fait vraiment un tout petit ratio et ça illustre bien le problème de trésorerie qui est d'actualité chez Alstom. Voilà, donc ça c'est des exemples de ratios très simples et vraiment rapide à calculer pour se donner une idée de est-ce que l'entreprise a un cash suffisant ou pas. Donc ça, c'est des ratios qui mettent en relation des éléments de l'actif avec le passif courant. Et dans ce passif, qu'est-ce qu'on a principalement? C'est les dettes financières. Donc ça nous fait une transition parfaite sur notre deuxième red flag dans un bilan, c'est une société qui est fortement endettée. Alors pourquoi c'est si important l'endettement? Parce que le risque le plus important pour une entreprise, c'est la faillite et un fort endettement, ça augmente très fortement le risque en cas de crise économique notamment ou de baisse significative des revenus. Il y a aussi un enjeu du coût de la dette, c'est-à-dire le poids des intérêts sur les free cash flow générés par l'entreprise. Ça peut venir dégrader le résultat et la rentabilité de la société à long terme de manière générale. Et c'est vraiment un sujet d'actualité parce que il est vraiment très probable qu'on reparte sur une décennie ou plus de taux bien plus élevé que ce qu'on a connu dans la décennie qui vient de se terminer, même les 15 ans, avec de l'argent quasi gratuit. Ok, donc pour ce deuxième point, on va prendre l'exemple d'Oracle, l'éditeur de logiciels pour entreprises. Et la première chose à laquelle on peut s'intéresser quand on regarde l'endettement d'une société, c'est d'aller calculer sa dette nette. Donc la dette nette, c'est les dettes financières de l'entreprise moins le cash. Alors ici, j'ai reporté uniquement le passif du bilan. Je me suis noté donc 10 milliards 6 de cash à Q1. Donc si on calcule déjà les dettes, donc en non-current on a 75,3 et en current on a 9,2, ça nous donne 84,5 moins les 10 milliards 5 on va dire. Ça nous fait grosso modo 74 milliards de dettes nettes. Donc l'idée derrière ce chiffre, c'est quel serait le montant qui resterait à rembourser si jamais on utilisait tout notre cash disponible pour rembourser les emprunts. Et là, 74 milliards, c'est un montant très important. Ensuite, on va pouvoir calculer un gearing ratio. Donc il y a plusieurs méthodes, plusieurs variantes qui ne donnent pas tout à fait le même chiffre à chaque fois. Mais les méthodes les plus courantes, c'est ce qu'on appelle les debt to equity. Donc on va mettre la dette en face des capitaux propres et on veut que ce ratio soit inférieur à 1. Un ratio supérieur à 1, ça voudrait dire que la boîte est très endettée et nous, on veut pas ça. L'alternative à ce ratio, ça va être simplement de prendre la dette nette qu'on vient de calculer juste avant sur les capitaux propres et on veut idéalement qu'elle soit inférieure, disons, à 0,75, mais le plus bas possible, généralement. On peut faire l'exercice une nouvelle fois. Donc, on avait 74 en dette nette et en total equity, on a 11,2. Voilà, j'ai fait le petit calcul et ça m'a donné un montant de 6,55. C'est énorme. Et ce qui est très important quand on calcule un ratio debt to equity comme ça, c'est de venir le comparer à la moyenne du secteur. Donc ici, je suis allé chercher le debt to equity moyen du secteur, donc des logiciels applications, c'est 0,46. Donc on est vraiment sur un niveau assez faible par rapport à la moyenne du marché. Et là, le ratio d'Oracle, il est vraiment anormal, quoi. Il est vraiment super élevé. Donc ça serait intéressant de creuser pour connaître les raisons de cet endettement aussi élevé. Mais pour moi, c'est clairement un red flag. Quand je vois ça, je passe mon tour direct. Alors, on le fera pas aujourd'hui parce que c'est pas l'objectif de la vidéo et parce qu'on a un temps limité.
Mais la bonne pratique aussi, si vous voulez aller encore un peu plus loin, c'est d'aller voir la note dette dans les états financiers, dans le rapport annuel ou trimestriel, peu importe. Et ça va vous donner notamment en fait la décomposition de la dette et un certain nombre d'informations du genre le type d'emprunt, le taux auquel il a été souscrit, etc. Donc c'est vraiment très intéressant pour aller analyser la dette, notamment pour voir si vous devez investir dans une société qui est relativement endettée, même si ça peut rester raisonnable, d'aller analyser la typologie de sa dette, ça peut être vraiment intéressant. Ok, on passe au troisième et dernier red flag, quand une société a des capitaux propres négatifs. Alors pour ça, on va commencer par rappeler un des principes de base en comptabilité, qui est le principe d'équilibre, c'est-à-dire les actifs sont égales aux passifs plus les capitaux propres. Donc ça signifie que si les capitaux propres deviennent négatifs, l'entreprise, en théorie, doit plus que ce qu'elle ne possède. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut plus s'acquitter de ses dettes, autrement dit qu'elle est insolvable. Pour autant, est-ce que c'est un signe de mauvaise santé financière? Oui, dans la plupart des cas, mais vous allez voir que pas toujours. Alors, je vous ai pris 3 exemples complètement différents d'entreprises qui ont des capitaux propres négatifs. Et la première, c'est Atos. Cocorico, deuxième Cocorico de la vidéo. Donc, Atos, c'est vraiment le cas typique d'une boîte qui a des capitaux propres négatifs parce que justement, c'est une boîte qui enchaîne les pertes. Donc voilà, on se retrouve avec un solde de déficit cumulé qui est donc négatif. Et vous voyez que là, il était encore légèrement positif fin décembre 2023 et là, il s'enfonce. Donc on peut imaginer que si la situation ne se rétablit pas, ils vont continuer à couler, à s'enfoncer et les capitaux propres vont devenir de plus en plus négatifs. Donc quand on observe ça pour une boîte qui est en difficulté notoire, genre dans les médias, ça en parle, etc. et tout, et que vous voyez ça au bilan, il faut fuir, faut même pas se poser d'autres questions, ça sert à rien de creuser plus. Donc deuxième cas de figure pour une entreprise qui a des capitaux propres négatifs, c'est l'exemple d'Uber. Alors pas le Uber d'aujourd'hui, mais d'il y a quelques années, et vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas analyser de la même manière les chiffres d'une startup ou d'une young growth comme selon la typologie de Damodaran qu'on a vu tout à l'heure, qu'une entreprise mature ou établie. C'est vraiment courant qu'une startup ne soit pas rentable dans ses premières années. C'était le cas pour Uber qui a fait son IPO en 2019 et qui a connu sa première année de profitabilité en 2023 seulement, donc ça a pris un petit peu de temps. Bon, là vous allez me dire que je triche parce que le total equity qu'on voit ici, il est positif. Bon, oui c'est vrai, mais il est vraiment au plus bas. Donc là, on était Q3 2022. Le total equity était au plus bas. Donc, s'ils n'avaient pas connu leur première année profitable en 2023, certainement qu'on aurait assisté à des capitaux propres négatifs pour Uber. Mais ce que je voulais souligner, c'est que là, le solde des déficits accumulés, il se creusait de plus en plus et ça menaçait du coup le total des capitaux propres qu'on voit ici à 6,9. Par conséquent, dans ce cas de figure précis, on pourrait ne pas tenir compte des capitaux propres négatifs dans notre analyse si vraiment on a des convictions sur la croissance future d'une entreprise, par exemple d'une startup, et sur le fait qu'elle sera profitable un jour parce que les questions se sont vraiment posées pour Uber pendant plusieurs années. Ok, donc dernier exemple d'une société aux capitaux propres négatifs, Home Depot en 2021. Et là, c'est vraiment le cas de figure assez rare, mais qui peut arriver notamment pour des sociétés de qualité. C'est le cas des capitaux propres qui deviennent négatifs à cause de rachats massifs d'actions, donc les fameux shares buyback. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire si les buybacks c'est bien ou c'est mal. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment est-ce qu'on sait comptablement, entre guillemets, si la société fait des buybacks massifs et si au final, c'est pas tant un red flag que ça, quoi. Et donc, c'est la ligne tout en bas qu'on voit ici qui s'appelle Treasury Stock.
Et là, on voit qu'elle est négative pour Home Depot de 80,7,8 milliards de dollars. Donc c'est un montant très important qui vient en fait, qui est plus important que tous les autres postes des capitaux propres, donc notamment les retained earnings, le report à nouveau, ce qui donne un total equity négatif de 1,7 environ milliards et qui peut faire bizarre quand on voit ça d'une boîte aussi importante et relativement de qualité comme Home Depot. Alors dernier point, il me semble que cette information, elle n'est pas visible aussi clairement dans un bilan de type européen, au moins français, mais c'est une information, je crois, que vous pouvez retrouver dans tous les cas dans la note capitaux propres d'un rapport annuel ou semestriel par exemple. Et j'ai vu que c'était mentionné comme annulation d'actions. Par exemple, j'ai vu ça déjà. Donc voilà, si vous ne voyez pas ça directement sur le bilan d'une société, vous inquiétez pas, vous allez creuser un petit peu et normalement vous allez trouver l'information. Alors sachez qu'il y a encore d'autres cas spécifiques plutôt rares de sociétés aux capitaux propres négatifs. C'est le cas notamment de Starbucks, mais c'est complexe et ça prendrait du temps de l'aborder, donc ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Moi, je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.